Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. La communauté internationale va célébrer demain 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. À la veille de cette commémoration, le ministre de l'Éducation a délivré un message dont vous suivrez la substance. Des cas de viol s'enregistrent de plus en plus dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire de la commune fera dans cette édition un point des mesures prises pour lutter contre le phénomène. Et puis en interactualité, le coup d'État en Guinée, les poutistes promettent un gouvernement d'union nationale. Bienvenue à toutes et à tous. En image, l'ancien secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Dieudonné Lokossou, a rendu l'âme ce mardi matin au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Magadou Cotonou. L'alphabétisation est un secteur d'unité de droits humains à la veille de la célébration de la 56e journée internationale de l'alphabétisation. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle insiste sur la réduction de la fracture du numérique. Voici un extrait de son message. Il est au micro de Moriagua. Cette journée sera une occasion d'examiner les façons dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme en mettant en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. Elle va également explorer les facteurs qui permettent de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie et utile afin de ne laisser personne de côté. Aussi, cette journée constituera-t-elle l'occasion de réinventer l'avenir de l'enseignement et des apprentissages dans le domaine de l'alphabétisation, tout en tenant compte du contexte de la pandémie de coronavirus. Pour cela, il sera question de réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages. Un accent sera également mis sur l'analyse du rôle des éducateurs, des systèmes de gouvernance ainsi que des mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage tout en visant l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 qui mentionne l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, fondée sur l'humanisme. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le gouvernement accorde une attention particulière à l'atténuation de l'impact de la crise de Covid-19 sur l'alphabétisation en encourageant le développement des pédagogies et des méthodes adaptées à la crise actuelle. La mise en place de la plateforme de la bibliothèque numérique en langue nationale, le référentiel de l'alphabétisation à la formation professionnelle en lien avec le numérique, la réalisation des modules performants de formation multimédia, la traduction en langue nationale des modules de formation en électricité en sont des illustrations. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales. Recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi, une situation qui inquiète les autorités à divers niveaux, surtout celles de la commune. Suivez la réaction du maire Angelo Arwandinou sur le phénomène.
Nous avons fait une réunion avec le ministre, le préfet, le procureur, avec les stages données par rapport à ça. La dernière fois, où des recommandations fortes ont été données. On a fait le constat et c'est pour ça que cette réunion a été faite, pour voir comment maintenant lutter contre ça. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a organisé la réunion, d'accord, et impliquer désormais maintenant les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers. Ceux qui font ça là sont dans des maisons, non? Ils sont dans des familles, c'est sûr. Et c'est surtout au niveau des familles que ça se passe. Et au lieu que les familles laissent la justice aller au bout pour décourager définitivement ça, ce sont les mêmes membres de famille qui disent non, on va gérer ça entre nous à la maison parce que c'est le cousin du temps, c'est ça. Et c'est des faits qui encouragent la chose en fait. C'est pour ça que les collectivités ont été invitées à la réunion, on leur a expliqué le fait et on leur a dit désormais comment ils vont réagir par rapport à ces cas de viol sur mineurs. Donc c'est un acte à décourager sur le territoire de Calabi. Une affaire qui concerne tout le monde. Et j'invite la population à être vigilante et à la dénonciation. On ne doit pas laisser les gens commettre d'abord l'acte. Il faut sensibiliser, il faut anticiper. Donc la population est appelée à la vigilance, à fournir régulièrement les informations aux autorités que nous sommes. Saisir la police, la mairie, le procureur, toutes les voies possibles pour décourager ce vilain comportement qu'on note aujourd'hui dans nos communes. Face à la résurgence des cas de Covid-19 au Bénin, l'heure est à la sensibilisation sur le respect des gestes barrières et l'importance de la vaccination pour lutter efficacement contre ce mal. C'est ce à quoi se sont attelés les journalistes François-Xavier Noumon et Alphonse Moïse Soudé au micro d'Eden TV. On les écoute. Cette pandémie ne fait pas de distinction particulière. Ça vient donner du grain à moudre, ça vient appuyer quelque peu les alertes, les messages, l'insistance des pouvoirs publics, du gouvernement pour que les populations se réveillent, et surtout pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et aller se faire vacciner parce qu'au moins la vaccination nous donne une certaine immunité, nous permet et nous évite les formes de cas graves, nous évite tout simplement de tomber sous assistance respiratoire parce que une fois que vous êtes sous assistance respiratoire, c'est très difficile à rattraper. Et on peut dire aujourd'hui que les structures sanitaires, même le centre de référence à l'ADA est quelque peu débordé. Le directeur de ce centre en a parlé il y a quelques semaines de cela. Les agents de santé sont soumis à des rythmes intenses. Donc, je crois que ce mal-là, moi j'ai dit aux gens, moi j'ai été contaminé par la Covid-19, j'ai été traité, je dis, ceux qui pensent que ce mal-là n'existe pas, je leur dis aujourd'hui à visage découvert que la Covid-19 existe. Parce que je l'ai chopé, comme on dit, j'ai été traité depuis le mois d'avril. Il faudrait que nous, Béninois, nous puissions prendre conscience. Je dis, le gouvernement fera ce qu'il fera, mais nous-mêmes, citoyens, le minimum qu'on demande, c'est le respect des gestes barrières. Le respect des gestes barrières. Mais il n'y a que, dans ce pays, vous allez voir encore des gens à 3, 4 sur une moto, sans cache-nez. Il n'y a que des gens qui continuent de s'enlacer. Il n'y a que des gens qui continuent de se serrer la main. Mais je dis, ce qui fait aujourd'hui polémique, c'est la vaccination. Et je voudrais nous dire, au-delà de la vaccination, nous devons encore respecter les gestes barrières. Parce qu'être vacciné ne nous épargne pas de la maladie. Être vacciné nous épargne de la forme grave. Donc je demanderai à tous mes compatriotes, ceux qui ont la possibilité d'aller se faire vacciner, de le faire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une kyrielle d'informations qui ne nous rassure pas. Et j'ai dit, bon, maintenant, si l'État ne nous rassure pas, il nous revient chacun de prendre nos responsabilités. Parce que quand nous mourrons, c'est une perte pour notre famille. Peut-être la République nous rendra des hommages, mais c'est une perte pour notre famille. Donc je demanderai à tous les Béninois, quel que soit le milieu où se trouve, de commencer par respecter les gestes barrières. Au-delà de la vaccination, nous devons respecter les gestes barrières et nous devons éviter d'aller dans les grands groupes. Moi, je dis, si quelqu'un se fâche après moi parce qu'il m'a invité à son anniversaire, je ne suis pas venu, tant pis pour lui. Si quelqu'un se fâche après moi parce qu'il a enterré un parent, je ne suis pas allé, tant pis pour lui, parce qu'on a dit au-delà de 50 personnes, il ne faut pas y aller. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous serons les seuls en face. Parce que quand vous allez même à l'ADA, l'État mettra à disposition les moyens qu'il faut.
Mais si vous n'êtes pas sauvé, c'est que bon, vous êtes parti. Donc la meilleure chose à faire, le mal existe. Le mal est en train de sévir. Protégeons-nous et protégeons nos proches. La rentrée scolaire au Bénin démarre le 20 septembre prochain. Quelles sont les dispositions à prendre afin d'assurer une bonne rentrée aux apprenants? Irénée Maoulé-Contor, consultant formateur spécialiste des questions d'éducation, a opiné sur la question dans l'émission Matin d'Éden de ce jour. Suivant un extrait de ses propos. L'organisation qu'il faut, c'est que il faut déjà à la maison commencer par préparer le mental de l'enfant sur l'enjeu. Pour avoir laissé les bancs, laissé les classes depuis près de 2 mois, beaucoup ont déjà oublié les réflexes. Donc c'est aux parents de leur rappeler les différentes réflexions, les différentes orientations qu'il faut pour que le jour de la rentrée, l'enfant puisse bien s'immerger, avoir une bonne immersion dans le système scolaire. Ces préparatifs, c'est quoi? C'est déjà les fournitures scolaires. Un enfant qui a 2 semaines de la rentrée n'a pas encore un bic, n'a pas encore un sac, n'a pas encore un cahier, mais il va se faire des soucis sur ce qui veut se passer. Donc, les parents doivent déjà commencer par prêter les fournitures scolaires de leurs enfants. Après cela, il y a l'inscription dans les établissements. Il y a d'autres qui veulent changer d'établissement, il y a d'autres qui sont passés en classe supérieure. Donc, l'inscription est très capitale pour que l'enfant ait déjà son billet d'entrée, comme on le dit. Ce n'est pas le jour de la rentrée qu'il faut commencer par courir de gauche à droite pour commencer par mobiliser, je ne sais pas, de l'argent ou bien pour aller négocier avec l'établissement où l'enfant est dehors en train d'attendre que le parent puisse finir d'abord les négociations avant de rentrer en classe. Ce n'est pas bon. Sur le continent guinéen, le chef des poutistes tente de rassurer les investisseurs étrangers. Il promet de constituer un gouvernement d'union. Les derniers événements dans ce reportage de nos confrères de RT France. Béret rouge, treillis, cagoule ou encore lunettes noires. Pour une première apparition publique, la panoplie était complète. Devant les ministres et présidents d'institutions, sommés d'assister au discours sous peine d'être taxés de rébellion, ce lundi, c'est un groupe au contour encore imprécis qui s'est présenté pour justifier ce coup de force opéré la veille. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Avec un nom déjà trouvé, le CNRD, pour Comité national du rassemblement et du développement, le groupe, dans son discours, tente de rassurer. Pas de chasse aux sorcières prévue, des contrats économiques qui seront respectés. Reprise depuis lundi des vols commerciaux après l'annonce la veille de la fermeture des frontières aériennes. Des mots censés apaiser la population. Les Guinéens qui se sont réveillés dans un pays sous couvre-feu. Magasins fermés, accès au centre-ville surveillé par des soldats armés. Mais certains habitants accueillent avec espoir ce nouveau pouvoir et le renversement du président Alpha Condé. Moi, personnellement, je suis content. Pourquoi? Parce que la vérité, on a dit, les Guinéens étaient très fatigués. Parce que nous ne voulons pas la question du 3e mandat. Donc, Dieu merci. Dieu merci, cette fois-ci, nous condamnons bien sûr un coup d'État, mais si un coup d'État positif, vraiment nous saluons. Un appel à les nouvelles autorités vraiment d'organiser les élections le plus rapide possible, de vraiment retourner le pays dans la voie constitutionnelle. Un 3e mandat controversé. Le groupe de militaires lui promet d'installer un gouvernement d'union nationale et de conduire une transition politique inclusive, sans toutefois donner de délai.
À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Des promesses de jours meilleurs dans un pays miné par la pauvreté et la corruption. Mais des déclarations qui ne convainquent pas la communauté internationale. L'ONU, l'Union africaine et la France ont condamné ce coup de force et appelé à la libération du président Alpha Condé. Le colonel Mamadi Doumbouya est actuellement l'homme fort du pays et pour Lamine Guirassy, journaliste, le chef de la junte affiche une volonté de vouloir rassembler autour de lui pour former un gouvernement de transition. On l'écoute. Phase de consultation. Est-ce que d'ici la semaine prochaine, tout peut aller très vite, en tout cas de ce côté, pour mettre un gouvernement d'union nationale? On voit déjà des déclarations de certains partis politiques qui disent ouverts à pourquoi pas adhérer, comme Dr Ousmane Kaba, qui est du PADES, qui a collaboré à un moment donné aussi avec Alpha Condé. Donc, des choses se font. Avec qui, qu'est-ce qui peut se passer dans les heures à venir ou dans les jours à venir en ce qui concerne ce gouvernement de consensus, d'union nationale. On verra bien, est-ce que c'est un civil à la tête, est-ce que c'est un militaire à la tête. Je pense aujourd'hui que les gens ont compris qu'il fallait se rallier, c'est comme ça que je le dis. Donc de ce côté, si dimanche encore il y avait quelques tirs par endroit aujourd'hui, ça s'est. La diplomatie Anthony Blinken et Lloyd Austin sont à Doha. Le chef de la diplomatie du Pentagone tente de dénouer la situation en Afghanistan. Ils se sont entretenus avec l'élu de ce pays du Golfe, le Qatar, qui a aidé les États-Unis à évacuer les citoyens de l'Afghanistan. Le secrétaire d'État américain a salué une coopération inédite entre les deux pays sur ce dossier. Nous comptons garder contact avec les talibans. Ils nous ont assuré que les personnes présentant des documents leur permettant de voyager pourront le faire librement. La communauté internationale observe, voit si les talibans tiennent leurs promesses sur ce point. Il y aura encore plus de travail à poursuivre entre les États-Unis et le Qatar, comme ce fut le cas ces dernières semaines. Nous sommes face à une opération complexe, mais j'ai toute confiance à un succès rapide parce que notre partenariat est plus puissant que jamais. Pendant ce temps, les talibans, eux, disent contrôler désormais tout l'Afghanistan. Ils affirment avoir pris la vallée du Panjshir, où un chef local a lancé un appel à la résistance. Les insurgés assurent avoir vaincu ces combattants du Front National de Libération. C'est la dernière région du pays qui échappait encore à leur contrôle. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.